Donc, la première question que je vous pose, est-ce que vous voulez faire votre épreuve certificative le 11 ou le 18 mai? Petit tour de table. Le 18. Le 18? Le 11. OK. Le 11 aussi. OK. Le 18. 18. 18. 18. OK. Donc, la plage est ouverte pour tout le monde, donc aucun problème si vous changez d'idée en cours de route. Moi, l'épreuve certificative, ça se veut une maquette qui est amorcée. Vous devez apporter des modifications, faire des mises en page, etc. Donc, tout ce qu'on fait présentement dans vos projets, j'ai regroupé un exemple de chaque élément à produire pendant le cours. Donc, vous avez 4 périodes pour produire la chose. Donc, faites-vous-en pas. Je vais subdiviser le groupe en sous-groupes la semaine prochaine. Ceux qui voudront faire l'épreuve pourront le faire. Ça n'empêche pas que tout le monde, vos maquettes, vous avez jusqu'au 20 pour le remettre. Donc, ça convient à tout le monde? Oui, merci. Ouais. Excellent. Donc, pourquoi je fais ça, c'est que si vos semaines, donc les 2 prochaines semaines sont surchargées puis vous avez des examens tous les jours, moi, je veux vous permettre de pouvoir alléger un peu vos semaines d'examen, d'épreuves, là. Donc, si vous voyez que la semaine prochaine, c'est préférable pour vous, bien, toujours le temps de le faire. Vous avez juste en début de cours, je vais reposer la question, je vais faire les groupes. Comme ça, vous allez pouvoir procéder à votre épreuve en temps et lieu. Ici, il y a la grève des enseignants. S'il y a la grève des enseignants, ben là, à ce moment-là, ça sera définitivement le 18, hein? Ou on pourra s'organiser. Donc, le plus tard qu'on pourrait le faire, ça serait le 20, mais on s'entend, si vous avez plus de cours, je pourrais même mettre tous les groupes le 20, puis j'ai aucun problème avec ça. Donc, je vais m'organiser pour que vous puissiez faire votre épreuve. Faites-vous-en pas. On va trouver une plage horaire. S'il y a un avantage de travailler à distance, c'est qu'on n'a pas de maximum pour faire un groupe. Donc, on pourrait être 40 dans le même groupe, puis faire tout le monde notre épreuve en même temps, puis on n'aurait aucun problème là. Donc, on va trouver une solution. Faites-vous-en pas. D'accord? Oui? Non? Et juste une question, pour la grève des enseignants, est-ce que c'est une journée ou c'est plusieurs journées? En fait, le mandat, c'était 5 journées, mais non consécutives. Donc, selon le scénario qu'ils vont voter, ou plutôt ils vont décider de faire, ça peut être une journée, 2 journées collées. Donc, on a un mandat qui a été voté pour 5 jours, mais ça ne veut pas dire qu'on va les utiliser les 5. Donc, il n'y a rien qui a été statué à venir jusqu'à maintenant. Mais ça pourrait aller jusqu'à 5 jours, effectivement. Mais Laurence, là, nous, ce qu'on a su hier de Geneviève et Chantal, c'est que pour l'instant, là, si rien ne change, ce serait comme du mardi midi jusqu'au jeudi midi. Fait que ça ferait comme techniquement 2 jours, mais étalé sur 3 jours. C'est ça. OK, merci. Mais ce n'est pas encore coulé dans le béton, tout ça. C'est qu'on va réagir en temps et lieu. Donc, voilà. Ça va pour le calendrier? Oui. Ouais. Regardons un petit peu. Là, ce que je vais faire une tournée des différentes mises en page que je veux qu'on fasse dans les 2 maquettes. Puis, après ça, je vais décortiquer à savoir comment on place les informations, comment on crée les nomenclatures, puis les légendes, etc. OK? Il y en a plusieurs qui m'ont fait la remarque la semaine dernière. Ah, ouais, mais on voit que Revit, c'est plus pour faire les plans techniques. Bien, en fait, Revit, c'est que de la modélisation. Mais quand on fait un mur, c'est de la modélisation. C'est sûr que j'ai orienté plus vers les mises en page, plus vers le côté technique. Pourquoi? Parce que c'est ça que vous allez utiliser en PEDEX 2. Donc, moi, je voulais, les remarques qu'on faisait souvent, des fois, là, c'est moi qui donne le cours de PEDEX 2, mais ça arrive qu'il y a d'autres profs qui les donnent. Puis là, ils me disaient, ben là, hein, les étudiants ne sont pas prêts, ils n'ont pas vu les mises en page, etc. Donc,
voilà pourquoi j'ai opté vers cette direction-là, d'utiliser le logiciel, puis de voir un petit peu les différentes mécaniques, les différentes mises en page pour nous diriger vers, oui, effectivement, vers le technique. Donc, voilà un petit peu mon orientation de cette partie de DAO 3D. Donc, première page, je regroupe le plan de l'existant puis le plan de démolition. Je vais mettre les légendes correspondantes donc à la démolition. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai ajouté la liste des pièces. OK? Donc, si vous remarquez dans mes plans, il y a juste les numéros. Je suis venu ici indiquer les noms, les numéros et les superficies, ce qui allège le plan. Donc, on peut faire une liste de cette façon-là. On va voir comment on procède. J'ai fait une liste des feuilles aussi. Donc, ça me donne, je n'ai pas fait de page frontispice. Ce que je voulais faire, c'est ajouter à ma première page la liste des feuilles, une petite table des matières. Donc, comment on crée ça de façon rapide. Insérer les différentes notes générales. Donc, ça fait partie de votre gabarit. C'est déjà inclus. Faites-vous-en pas. On ne retape pas tout ce texte-là. L'idée aujourd'hui, c'est d'utiliser ce qui est inclus avec le gabarit. Puis, on va venir les déposer à l'intérieur. Au niveau de la mise en page, bon, évidemment, les informations qu'on retrouve dans le cartouche, aussi les phases et les émissions, les dates d'émission, comment on inscrit ça. Donc, ça va être une petite capsule là-dessus. Donc, ça, c'est notre première page. Donc, plan de l'existant, plan de démolition. Deuxième page, on aura le plan d'aménagement avec le plan des plafonds réfléchis. Donc, côte à côte, nos deux plans avec les différentes annotations, donc les hauteurs des plafonds, le numéro des pièces, encore une fois. Nomenclature pour le mobilier, comment on fait une liste de mobilier à partir des composantes de Revit. Donc, je vous montre un petit peu comment procéder à la chose. Puis, j'ai encore mis la liste des pièces pour la phase nouvelle construction. Donc, je me suis fait une liste. Même principe. Je peux mettre juste les numéros, puis ici, mettre les informations à côté. Plan de couleur, donc ça, je n'ai pas changé. C'est la même chose qu'il y avait dans le PDF. On met les élévations, évidemment. Donc, là, on voit que les bulles de référence, une fois qu'on a placé nos élévations sur les pages, bien, les bulles vont se remplir automatiquement en fonction de d'où provient cette bulle-là. Donc, si je regarde ici, il me dit sur la page 101, bien, oui, c'est vrai, j'ai mis ma bulle sur ma page 101, donc le lien se fait automatiquement. Puis, placer une page dans laquelle on place des vues en perspective. Donc, c'est le genre de mise en page que je veux que vous produisiez pour les deux maquettes. Je vais déposer le PDF de ça dans Léa, évidemment avec la grille des points à l'ouest. Donc, ça, c'est ce qu'on veut faire. OK. Comment on procède maintenant? Je vais fermer mon petit projet 1. Je vais ouvrir mon projet de démonstration pour besoin de la cause. Donc, je vais partir du plan d'aménagement. Puis, je vais vous montrer comment on vient, en fait, placer les différentes étiquettes. Donc, que ce soit des étiquettes de mobilier, des étiquettes de portes, de fenêtres, etc., par catégorie, ça fonctionne de la même façon. Donc, peu importe le type de plan que je vais utiliser, quand je suis rendu à faire ma nouvelle construction, on s'entend que j'ai un plan de besoin électrique, que j'ai un plan de mobilier, un plan de fini. C'est toujours la même vue que je viens dupliquer et je viens ajouter les informations que je veux dessus. Donc, je vais avoir une multitude de plans dans ma phase nouvelle construction, puis c'est toujours la même vue que je duplique. Donc, je suis parti de mon plan d'aménagement qui est ici. J'ai mon mobilier qui est affiché effectivement. Donc, la façon de faire, on le sait que les composantes ont leur propre catégorie. On l'a vu à travers les in-situ, on vient mentionner, OK, j'ai un meuble de réception aussi que j'ai créé en in-situ, bien, j'ai donné une catégorie appropriée. Donc, dans le cas présent, je l'ai mis sur mobilier. Pourquoi? Parce que les autres éléments qui sont là, c'est du mobilier aussi, c'est la même catégorie. Puis quand je vais faire une nomenclature, bien, je veux que mon étiquette
soit lié à mon tableau de mobilier à ce moment-là. Donc, la façon de faire, si je sélectionne, par exemple, mon meuble de réception, puis je viens cliquer dans mes propriétés sur modifier le type, on va s'apercevoir qu'on a une zone dans laquelle on peut mettre un descriptif. OK? Donc, par exemple, la marque de type, c'est quoi? Pour chacune des composantes de mobilier, la marque de type, c'est en fait son identification, son numéro. Donc, par exemple, ça, si je dis que c'est mon M1, par exemple, quand je vais mettre une étiquette, bien, l'étiquette que je vais mettre catégorie mobilier, il va inscrire automatiquement M1 dedans. Je peux aller plus loin que ça. Ma maquette est intelligente, donc l'information du modèle, je peux aller lui dire, OK, bon, la description ici, tiens, ça va être mon bureau. Je passe ma petite souris. OK. Fabricant, dans ce cas-ci, ben, on le sait, ça va être un ébéniste. Il est fait sur mesure. Puis le modèle, ben, c'est du mobilier sur mesure, par exemple. OK? Mobilier sur mesure. Donc, déjà, je peux entrer des informations dedans. Donc, ça va être la même chose pour toutes les composantes de mon projet. Mais on le sait, si on va chercher des familles directement chez le fabricant, ben, eux, ils vont avoir entré déjà le nom du fabricant, le modèle, s'il y a des finis, couleurs, etc. Ça va déjà être inscrit dedans. D'où l'avantage de faire des recherches quand on fait nos projets. Je vous ai donné au cours 8 une liste, ça vous rappelle quelque chose, une petite liste. C'est un document Word dans lequel j'avais mis toutes les, ben, pas toutes, mais certaines listes de sites où on pouvait aller télécharger des familles Revit. Ben, plus on va faire de recherches, plus on va avoir d'informations à entrer dans notre maquette. Donc, ceci étant dit, j'ai entré 3 informations pour l'instant. Si je fais OK, c'est le petit menu, le petit menu, je vais faire OK. Donc, maintenant, ce mobilier-là comporte une étiquette, une marque de type qui s'appelle M1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais annoter, puis je viens faire étiquette, je vais le faire de façon manuelle pour l'instant pour vous montrer. Si je fais étiquette par catégorie, quand je vais venir vis-à-vis mon mobilier, bien, si vous voyez, il est inscrit automatiquement M1. Si je viens vis-à-vis la chaise, il y a un petit point d'interrogation. Il n'y a pas encore de marque de type, donc il n'y a pas de numéro encore d'inscrit. Cette façon d'étiqueter les catégories, bien, si je viens vis-à-vis une porte, bien, il va mettre tout de suite la bulle de porte. Si je viens vis-à-vis une fenêtre ou une cloison vitrée ou une cloison, il va mettre la bulle correspondante à la catégorie de l'objet que je veux étiqueter. Donc, assez sympathique. Ça se fait de façon automatique. Donc, vous aurez compris le principe. Chacun de mes mobiliers, si j'ai trois chaises pareilles, 3 fauteuils pareils, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est d'en nommer à tout le moins un, puis il va aller me nommer les autres. Donc, ça, c'est une famille qu'on a téléchargée d'un site. Donc, c'est Fabricant Technion, le modèle Corbu. C'est un fauteuil pour la réception, excellent. Marque de type, par exemple, je dis ça va être mon M2. Et je fais OK. Tous ces objets-là de même type vont s'appeler M2. Donc, je n'ai même pas besoin de me casser la tête. Si je viens faire mon étiquette, puis je viens vis-à-vis, bien, il me dit tout de suite que c'est M2. OK? Donc, ça va être le même principe pour tout ce que j'ai dans mon projet. Bon, chaise de bureau, je vais lui donner M3, M4, M5, etc. OK? Donc, l'idée, c'est de mettre des marques de type sur chacun de nos objets. Une fois que ça, c'est fait, si j'y fais de façon automatique, puis je fais tout étiqueter, puis je dis, ah ben donne-moi les étiquettes, tiens, de mobilier. Je vais mettre, si vous remarquez, mes étiquettes de pièces ne sont pas là. Autre truc rapide, mes pièces sont déjà créées, je le sais, je les ai faites, mais j'ai dupliqué ma vue, puis j'ai omis de dupliquer les détails. Donc, ça a fait une vue en plan dans laquelle je n'ai pas d'étiquette. Parfait.
je vais dire, tiens, mets les étiquettes de pièces, je veux les voir au-dessus aussi. Je fais appliquer. Donc, automatiquement, il vient mettre les étiquettes sur les objets que j'ai nommés. Ceux que je n'ai pas nommés, évidemment, il va mettre un point d'interrogation. Donc, à moi de venir tout simplement corriger le tir et de soit sélectionner la composante, puis à l'aide de mon tableau, faire ici marque de type. OK, ça va être ma chaise de bureau, ça va être mon M3, par exemple. Faites-vous-en pas, si vous donnez le même numéro, il va vous dire, ah, il y a déjà une composante qui a ce numéro-là. Il va vous avertir. OK? Donc, si je fais OK, M3 vient de se placer partout. OK? Donc, même principe pour tout le mobilier. Si, là, j'avais quand même prévu la chose, là, mais d'emblée, si vous mettez des marques de type, puis vous voyez que ça met une ligne repère, c'est-à-dire qu'il y a une ligne avant de mettre votre M1, ben, il y aura toujours possibilité d'aller modifier le tir sans problème. OK, je vais faire l'exemple, je vais aller sélectionner ma marque de type ici. Donc, je peux même y aller. Tiens, je vais vous donner mon truc par filtre. Je vais sélectionner tout mon plan ici. Puis je vais lui dire ici, sélectionne juste les étiquettes de mobilier. Donc, il va sélectionner que les étiquettes de mobilier. Il me dit qu'il y en a 19. Si vous avez des lignes repères puis vous voulez les enlever, vous avez juste à enlever la petite coche et ça va faire en sorte que vous avez un M1 que vous pouvez placer ou la marque de type. Ça va être juste du texte que vous allez pouvoir placer directement sur le mobilier. S'il y a une ligne repère, bien, le texte est au bout d'une ligne. Si vous voulez l'avoir, vous pouvez l'afficher. Sinon, vous l'enlevez. Moi, dans mon cas, je les ai enlevés. De cette façon-là, je peux aller écrire directement sur mon mobilier. J'ai ma marque de type qui va s'afficher directement dessus. Donc, n'oubliez pas de venir indiquer les marques de type de tous vos mobiliers pour les avoir. Même principe pour les étiquettes de pièces. Je pourrais faire la même procédure. Cette fois-ci, c'est-à-dire dans mon tas de propriété ici, dire, ah, je veux ajuster mes étiquettes de pièces. Mes étiquettes de pièces, vous savez, vous pouvez choisir l'information. Comme dans AutoCAD, on peut allumer et éteindre des calques. Bien, ici, on peut choisir les informations qu'on veut illustrer. Donc, par exemple, je veux avoir juste le numéro de pièce, par exemple. Donc, ça me permet d'éteindre, si on veut, on prend le principe d'AutoCAD, d'éteindre les informations qu'on ne veut pas. Donc, vous avez plusieurs étiquettes de pièces. Donc, vous pouvez avoir avec la superficie, avec le volume même, juste le nom et le numéro. Donc, vous pouvez choisir les infos que vous voulez montrer. Et ce, dans chacune des vues, ça peut être différent. Donc, vous pouvez choisir les infos que vous voulez mettre dans vos différentes vues de démonstration ou vues de présentation. Donc, les étiquettes, assez efficaces. Je peux aller mettre les étiquettes sur tout ce que je veux. Si j'ai fait une erreur, je peux en tout temps aller modifier dans mon tableau de propriété les éléments. Une fois que ça, c'est fait, il va falloir se faire un tableau. Dans votre gabarit, si vous regardez dans votre arborescence, vous avez ce qu'on appelle des légendes. Donc, toutes les notes générales, légendes de symboles sont là. Donc, si je fais le petit plus, vous allez voir, vous avez une note pour les plans de construction, le plan de démolition, le plan défini. Donc, vous avez des notes pour tous les types de plans, comme dans AutoCAD, on a intégré les légendes. Vous avez même les conditions générales de chantier que vous pouvez glisser dans le cartouche, puis on va le faire tantôt. Donc, c'est à l'intérieur de cette table-là, légende, qu'on va pouvoir aller chercher nos notes générales et composer nos plans. Juste en dessous, nomenclature. Les nomenclatures, c'est vos tableaux. Ça aussi, vous en avez une panoplie, bordereau de porte, mobilier sur mesure, fini muraux, etc. Moi, ce que je veux faire, c'est vous faire une démonstration de, oui, vous pouvez aller les choisir, ces tableaux-là. Il y en a qui sont constitués avec peut-être trop d'informations. Moi, je vais en faire
des exemples un peu plus simples pour ce type de projet-là. Donc, comme on a vu dans la première page, on avait une liste de feuilles. On va commencer par celle-là. Comment on crée nos différents nomenclatures? C'est dans l'onglet Vue. Vous avez le premier onglet ici, Nomenclature. Et vous avez des nomenclatures de quantité. Vous avez des nomenclatures, vous pouvez même faire des relevés de matériaux. Vous avez des listes de feuilles. On va commencer par celle-là. Liste de feuilles, je peux décider qu'est-ce que je veux avoir dans mon tableau. Donc, évidemment, ma liste de feuilles, si je regarde les informations ici, ben, je vais avoir le numéro de la feuille, évidemment. Je vais avoir le nom, j'ai mis le numéro, le nom aussi. Je peux mettre la révision. Donc, si j'ai une révision, le numéro de la révision, je peux avoir la date de la révision. Puis, je peux avoir la description, donc émis pour, etc. Ce qui serait le fun d'avoir aussi, c'est l'auteur du dessin ou l'auteur de notre projet. Là, on a les informations, on peut aller chercher les informations qui sont divulguées sur les feuilles, mais on peut aussi aller chercher les informations qu'on a mis dans notre tableau d'informations sur le projet. Donc, ça veut dire que je peux aller chercher des informations partout dans mon dessin. Si je viens chercher ça, bien là, je vais pouvoir aller chercher auteur. Tiens, je peux aller l'ajouter. Donc, si vous avez inscrit dans les informations sur le projet qui a fait le dessin, bien, ça va s'inscrire automatiquement dans votre tableau. Suite à ça, bien, je vais placer dans l'ordre les colonnes que je veux avoir. Donc, la première en haut, le numéro de la feuille, le nom de la feuille, c'est quand même sympathique. Je vais avoir la révision, la description, je pourrais la mettre juste au-dessus, la date, puis c'est dessiné ou l'auteur du projet. Donc, je peux en tout temps sélectionner une colonne puis venir la positionner dans l'ordre que je veux l'avoir. Évidemment, si je laisse ça tel quel, ben, je vais avoir un tableau qui va être pas, comment je pourrais dire, ordonné, dans le sens où, ouais, j'aimerais ça, moi, que mon tableau soit, ma feuille descend et ça augmente dans l'ordre de mes pages, donc un ordre croissant de mes pages. Donc, ce que je vais faire, je vais lui dire ici, faire un tri de mes pages, trier par le numéro de la feuille et par un ordre croissant. Si je fais OK, il va générer un tableau automatiquement, puis il va avoir l'information que j'ai demandée. Ce tableau-là, une fois qu'il est créé, il fait partie de votre arborescence que vous allez pouvoir glisser sur vos pages au besoin. Ces nomenclatures-là peuvent être nommées, évidemment. Donc, chaque case, vous pouvez aller renommer les différentes zones puis vous mettre en majuscule s'il le faut. Donc, exemple, la liste des pages. Tiens. Ici, je peux changer même ce qui est inscrit dans la colonne. Donc, ici, c'est marqué numéro de feuille. On s'entend, ça fait un grand titre pour un petit numéro. Donc, on pourrait ici modifier ça puis juste écrire numéro de page, par exemple. Ici, le nom ou le titre, si on veut. La révision, encore une fois, le titre est beaucoup trop long, donc on pourrait juste écrire le numéro de la révision. Donc, en tout temps, je peux changer les titres, description. Puis habituellement, qu'est-ce qu'on met là-dedans dans nos cartouches? Émis pour. Ici, la date de la révision ou la date d'émission du plan. Je pourrais juste écrire date. Donc, je peux, en tout temps. Et ici, je pourrais marquer oui, l'auteur ou le dessiné par, comme vous voulez. Donc, je peux, en tout temps, éditer mes colonnes. De plus, je peux centrer les informations dans mes différentes colonnes. Donc, si je clique sur ma colonne A, j'aimerais ça la centrer. Je vais annuler ça pour tout de suite. Donc, je peux centrer mes différentes colonnes pour que ça soit
selon mes critères. Donc, je m'assure de sélectionner vraiment la colonne au complet. Donc, en cliquant sur la lettre en haut, je peux venir centrer mes différentes colonnes. J'ai tout sélectionné F maintenant. Voilà. Donc, une fois que mon tableau est fait, je peux glisser ça sur ma page à ma convenance. OK? Donc, il fait partie maintenant de mon arborescence. Ça veut dire que si je viens sur mon plan de l'existant, par exemple, je n'avais pas mis mon tableau de liste des pages, ben, je peux le prendre et carrément le glisser sur ma page. Okay? Vous allez me dire, ouais, ben, il est ben trop gros. Ben, oui, en fait, j'ai changé le titre de mes cases justement pour que ça prenne moins de place. Ben, à moi d'ajuster les largeurs de colonne en fonction de l'information qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez en tout temps ajuster les largeurs de vos colonnes et placer votre tableau comme vous voulez sur la page. Donc, hyper simple à faire. L'idée, c'est de mettre l'information qu'on veut dans notre tableau, dans notre nomenclature, et lui, il va aller chercher l'information dans notre projet, que ce soit des feuilles, des pages, que ce soit du mobilier, peu importe, il va aller chercher l'information au bon endroit avec le bon libellé. Donc, ça, c'est pour le tableau de liste des pages, évidemment. Les légendes, comme j'ai mentionné tantôt, si je les enlève ici, faites-vous-en pas, vous les avez dans votre arborescence. Donc, ce que je disais tantôt, légendes. Donc, les conditions générales de chantier dans le cartouche, je peux prendre le tableau ici puis venir le positionner directement dans mon cartouche. Je pourrais ajuster la dimension du texte si jamais ça ne rentre pas bien, mais ça rentre. Donc, construction, ça, je ne l'ai pas. J'ai démolition, par exemple. Donc, la légende de démolition, les symboles. Je viens la glisser sur ma page. J'ai les notes générales de démolition. Donc, vous avez compris le principe. Fort simple à faire. Donc, l'idée, c'est de glisser nos légendes et nos nomenclatures une fois qu'elles sont constituées. Questions, insultes ou autres là-dessus? Ça va? C'est bon. C'est bon? Excellent. Donc, j'ai fait une nomenclature pour ma liste des pages. Excellent. Dans le cartouche, j'aimerais ça pouvoir insérer une révision. OK? Donc, cette révision-là fait partie des informations qu'on peut inscrire dans notre projet. OK? Donc, si je viens dans l'onglet, encore une fois, Vue, vous avez un petit onglet Révision et Revue des feuilles. Donc, si je clique là-dessus, je peux créer des révision dans mon projet, le nombre que j'ai besoin, que ce soit pour faire les soumissions, les appels d'offres. Je veux faire une série de plans pour la construction, telle que construit. Name it, vous pouvez faire le nombre de révisions que vous voulez dans votre projet. L'idée, c'est de venir générer une révision. Donc, là, ce que j'ai fait, j'en ai ajouté une. Donc, on clique tout simplement sur « Ajouter ». Ça va ouvrir cette fenêtre-là. Vous pouvez faire des révisions soit avec une numérotation ou avec des lettres. Donc, nous, on les numérote, nos révisions. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai inscrit la date de remise, donc soit le 20 mai 2021. C'est ma phase finale. Remis à, diffusé par, donc vous pouvez mettre vos initiales. Une fois qu'elle est créée, je vais cliquer sur « Diffuser ». Ce que ça fait, c'est que je ne peux pas modifier de façon, par erreur, je ne pourrais pas cliquer et aller modifier ça. Une fois qu'elle est diffusée, ça veut dire qu'elle est disponible. Parfait. Je fais OK. Je viens sur ma feuille. Donc, je suis sur ma feuille présentement. Dans mes propriétés, on m'indique tout le contenu de mon cartouche. Donc, je peux aller changer le titre de ma page. Je peux aller faire ce que je veux à l'intérieur. Mais je peux aussi aller activer ma révision. Donc, si je clique sur « Modifier » ici, c'est à moi de
l'activer ou pas l'activer. Donc, si je fais une série de plans préliminaires, puis j'ai quelques plans, mais je ne les ai pas tout au complet, je peux activer l'émission au besoin sur les différentes pages. Donc, je peux avoir plusieurs émissions, puis là, dire sélectionner vraiment celles qui concernent les pages que je suis en train d'émettre. Si je fais OK, mon émission vient se placer dans mon cartouche automatiquement. Donc, n'oubliez pas, sur chacune des pages que vous allez avoir créées, il faut aller cliquer sur Modifier et activer la révision pour pouvoir l'avoir dans notre cartouche. Ce qui m'amène à vous parler du cartouche proprement dit. Toutes les informations qui sont à l'intérieur sont éditables, évidemment. Le nom que je donne à ma feuille, c'est le nom que je vais retrouver ici. Donc, quand je sélectionne ma feuille ici, le numéro qui est inscrit là, c'est ça qui va être inscrit dans le bas de ma feuille. Donc, si je le change ici, ça va se corriger là. Et le titre du plan, même principe, ça va inscrire automatiquement le titre du plan. C'est toujours à double sens les informations que je rentre dans mon tableau, que je rentre dans mon cartouche. Pourquoi? Parce que si je viens cliquer ici, je peux aller changer mon numéro de page. Je vais vous faire un exemple. Automatiquement, il vient changer l'ordre de mes pages et il corrige l'arborescence en fonction du numéro de page que j'ai inscrit dans mon cartouche. Donc, que je fasse le changement dans l'arborescence ou dans mon cartouche, le correctif est appliqué. OK? Puis en plus, ça vient changer les numéros de mes bulles de référence. Donc, la coordination des plans, il n'y a pas de risque de faire d'erreur, à moins qu'on le veuille vraiment. Ceci étant dit, la coordination, on le voit, les bulles de référence, les numéros de page s'ajustent automatiquement. Donc, ça, assez efficace à ce niveau-là. Au niveau des annotations, des cotations que vous pouvez mettre sur un plan, vous pouvez les faire directement dans les vues ou vous pouvez les faire directement dans les fenêtres de présentation. C'est comme dans AutoCAD. Ça veut dire que si je rentre à l'intérieur de ma fenêtre de présentation ici, je travaille maintenant dans mon plan de l'existant. Donc, les modifications que j'apporte ici vont être effectives dans mon arborescence aussi, puisque c'est la même vue. Okay? Donc, je peux ajouter des cotes. Plusieurs m'ont fait la remarque, c'est quel style de cote on utilise? Ben, en fait, si je fais un exemple de cotation, l'outil de cotation primordial pour Revit, c'est les cotations alignées. N'essayez pas de faire des cotes linéaires, ça ne fonctionne pas. C'est des cotes alignées. Pourquoi? Parce que les cotes vont s'aligner avec les composantes, avec les murs, etc. Donc, si je veux faire une ligne de cotation, vous l'avez sûrement déjà essayé. Donc, je viens cliquer mon premier point, deuxième point. Donc, je viens choisir si je veux prendre l'axe du mur. Bien là, si j'ai de la difficulté, je fais tabulation et je peux aller sélectionner automatiquement mon axe de mur. Je viens cliquer la face intérieure, la face extérieure, c'est à moi de décider, mais il s'aligne avec les surfaces puis avec les composantes, donc les axes des objets. Quand je viens positionner ma cote, oui, je vais la positionner à l'extérieur de mon plan. Vous avez créé des cotes, automatiquement, il y a un style qui a été choisi. OK? Donc, si je sélectionne ma cote, vous allez voir dans votre tableau des propriétés, cotation linéaire, pied-pouce, 1/4 de pouce d'arrondissement, bien, vous avez des facteurs 1,8, donc ça arrondit au 8e de pouce près ou au quart de pouce près. Puis si vous faites du mobilier, bien, ça va coter en pouces. Donc, si jamais vous voyez une cotation, puis vous êtes dans mon plan, ce coté en pouces, bien, vous avez tout simplement choisi le mauvais style de cote. Okay? Donc, nous, on va choisir, on va prioriser pour nos plans impérial pied-pouce, arrondi au quart de pouce près. Ceci étant dit, quand vous faites une cote, assurez-vous, avant même de cliquer un point, que vous choisissez tout de suite le bon style. C'est celui-là qui va être
prioritaire, ça va être lui qui va être actif pour toutes les autres cotes que vous allez faire. Puis au final, ben, je peux sortir mes lignes de cote de mon plan puisque je ne veux pas que ça passe à travers, comme dans AutoCAD. Donc, je sélectionne simplement l'extrémité plutôt de ma cote. Donc, je sélectionne mes cotes ici. J'ai une bulle d'ancrage. Je viens tout simplement la faire coïncider avec la face de mon mur extérieur. Donc ça va pour ça. Une fois que vous avez terminé, vous recliquez en dehors de votre fenêtre de présentation. Vous revenez sur papier. Vous pouvez continuer à faire vos mises en page. Puis, comme j'ai dit tantôt, les changements que j'ai apportés sont enregistrés directement dans ma vue, puisque c'est l'équivalent, l'arborescence ici, c'est l'équivalent de votre mode objet dans AutoCAD. Suite de ça, si je prends mon plan d'aménagement et de plafond réfléchi, on veut avoir un tableau pour le mobilier. Bon, le tableau pour le mobilier, en fait, on va faire une nomenclature, ça aussi, nomenclature de quantité. Assurez-vous de sélectionner la bonne phase. Hein? Donc, ce que c'est nouvelle construction, démolition existante. Donc, dans le cas présent, pour le mobilier, c'est de la nouvelle construction. Je viens choisir la catégorie selon laquelle je veux faire ma nomenclature, donc mobilier. Et OK. Donc, je pourrais même changer le nom ici tout de suite si je voulais. Là. Mobilier. Voilà. Et OK. J'ajoute ce que je veux avoir dans ma nomenclature. Évidemment, ça pourrait aller jusqu'à faire une liste pour donner les coûts des différents mobiliers, la description, fabricant, modèle, etc. Donc, je peux ajouter vraiment toutes les rubriques que je veux avoir dedans en s'assurant aussi d'inclure la marque de type. Hein, le M1, c'est bien important de l'avoir. Je peux ajouter après ça, qu'est-ce qu'on aurait besoin d'autre? Modèle peut-être? Oui. Puis on peut même ajouter le nombre. Donc, ça va donner une colonne, puis ça va indiquer, OK, j'ai trois fauteuils de ce type-là. Donc, on peut rajouter aussi le nombre. À nous de positionner nos colonnes, encore une fois, dans l'ordre qu'on veut les avoir. Donc, marque de type, c'est le premier. Après ça, je pourrais avoir le modèle, la description. À vous de choisir ce que vous voulez mettre dans l'ordre, dans le désordre. Et tout ça en spécifiant que vous voulez faire un tri. Donc, ordre croissant par marque de type. Contrairement à tantôt, j'aimerais peut-être savoir combien j'ai d'objets. Donc, je pourrais dire ici le nombre total de mobilier. Il va me faire le total. Puis, je peux aussi ici lui dire, ben, en fait, si j'ai plusieurs chaises M3, ben, je ne veux pas qu'il me dise, bon, ben, j'ai les détailler un en dessous de l'autre, je veux qu'il les regroupe. Donc, si j'enlève ici détailler chaque occurrence, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va automatiquement dans mon tableau m'indiquer le nombre de M3 ou la M1 que j'ai. Donc, il va me donner toutes les rubriques et va me permettre à ce moment-là de faire ma liste de mobilier. Encore une fois, je peux aller renommer mes différentes colonnes telles qu'ils sont stipulées, comme je vais vous les mettre dans le PDF, donc vous pourrez les renommer en fonction de ce qu'on veut avoir. OK? Les informations, il y a déjà des informations qui sont inscrites dedans. Donc, si je prends mon in situ de tantôt, bien, bureau de réception, il est inscrit. C'est fait par un ébéniste. C'est un mobilier sur mesure. Il y en a un. OK? Donc, ça me permet d'avoir un tableau avec toute l'information que je peux donner à l'intérieur de ma maquette. Encore une fois, mon titre vient se placer automatiquement dans les nomenclatures et ce tableau-là, je vais pouvoir venir le glisser sur ma page. C'est toujours le même principe. Je peux centrer mes informations
dans chacune de mes cases. Donc, ici, je peux lui dire, ah, je veux les avoir centrés, etc. Donc, c'est le même principe dans toutes les nomenclatures de mon projet. Donc, ça se veut un exemple, donc je n'irai pas jusqu'au bout. Là, si vous voyez, j'ai juste 3 mobiliers qui ont été spécifiés. Pourquoi? Parce que dans mon plan d'aménagement, j'ai mis les marques de type sur 3 mobiliers seulement. Donc, à moi d'aller inscrire M4, M5, M6, peu importe. Ils vont se rajouter au fur et à mesure dans mon tableau de mobilier. Une fois que je vais avoir tout rempli, je vais pouvoir glisser mon tableau sur ma page, comme on a fait tantôt. Si je prends ma liste de mobilier, puis exemple, je veux venir la positionner ici, bien, je vais pouvoir le faire. Même principe que tantôt, mes colonnes sont trop larges. En fonction de l'information qu'il y a à l'intérieur, bien, je peux réduire la largeur de mes colonnes. Et de cette façon-là, mon tableau va être moins large. Et je vais pouvoir le positionner où je veux l'avoir. Donc, comme je disais tantôt, j'ai la nomenclature, en fait, le nombre de mobilier de chaque type, puis il vient ici m'indiquer le total. Donc, pourquoi j'ai des zones qui ne sont pas encore remplies? C'est parce que les marques de type ne sont pas encore entrées, mais il marque quand même que j'ai des objets de ce type-là. J'en ai 8. Donc, quand on va finir de remplir nos marques de type, mon tableau va être rempli au complet. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre comme nomenclature? Ben, en fait, est-ce qu'on a fait la liste des pièces? Non. Donc, on pourrait se faire une liste des pièces pour l'existant, une liste des pièces pour la nouvelle construction. Donc, ça pourrait être un autre type de nomenclature qu'on peut venir générer. Toujours le même principe. Nomenclature de quantité dans ce cas-ci. Là, je suis dans le plan de l'existant. Je vais en faire une pour la phase existante. Je veux faire une nomenclature par rapport aux pièces. Donc, je viens choisir la catégorie. C'est toujours le même principe. Je vais mettre liste des pièces. Par exemple. Qu'est-ce que je vais avoir comme information? Bien, évidemment, le nom de la pièce. Je vais avoir le numéro de la pièce. Donc, on pourrait même faire des tableaux avec les occupations des pièces, si on veut, les services, etc. Dans notre cas, on va mettre le nom, le numéro et la surface. Encore une fois, on vient les placer dans l'ordre qu'on veut les avoir. Donc, le premier, ce sera le numéro, le nom, la surface. Je vais faire un tri par numéro de pièce et je vais détailler chaque occurrence puisque j'ai des pièces différentes. OK. Donc, je vois automatiquement toutes mes pièces s'afficher, les noms et les superficies. D'où l'information que j'indique dans mon plan peut être réduite au numéro seulement puisque j'ai un tableau qui fait état du reste des informations. Même principe que tantôt, vous pouvez renommer les colonnes, les centrer. Une fois que ça c'est fait, vous glissez sur votre page, plan de l'existant, ma liste des pièces existantes, ben, je vais pouvoir venir la positionner à l'endroit que je veux. Selon ce qui va être demandé. Donc, vous pouvez faire des nomenclatures là, pour tout ce que vous avez besoin dans votre projet. Donc, je vais mettre le PDF sur Léa. Vous allez pouvoir suivre les différents éléments qu'on veut placer sur nos plans. Évidemment, vous allez avoir des feuilles d'élévation, feuilles de perspective. Je vous ai montré comment placer des vues en perspective. Donc, vous pouvez placer les vues que vous voulez là-dedans. L'idée, c'est de venir positionner vos caméras. Une fois que vos vues sont faites, vous pouvez ajuster en tout temps
la dimension de votre vue. OK? Donc, si je sélectionne ma vue ici, vous allez voir la taille du cadre est là. Donc, je peux en tout temps ajuster la taille du cadre. Je peux y aller avec garder l'échelle en proportion. Donc, ce que ça fait, c'est que la vue reste identique, mais je fais juste réduire la taille de l'image. Sinon, je change le champ de vision pour agrandir mon champ de vision. Donc, deux façons d'ajuster nos vues, mais les deux fonctionnent très bien. OK? Autre truc que vous pouvez faire pour ajuster vos vues en perspective, c'est quand je rentre à l'intérieur, je vais juste activer mon cadre. Le cadre de vue vous permet de réduire aussi, de faire un crop sur votre image et de venir l'ajuster. Okay? Donc, ça, cette vue-là peut se faire à même votre mise en page. Vous voyez quel espace que ça prend. Donc, vous pouvez ajuster votre cadre de fenêtre de présentation pour vos perspectives. Quand j'en ai plus besoin, j'éteins mon petit cadre et je reviens sur mon papier pour terminer ma mise en page. Les bulles de référence pour vos élévations, vos plans, vos perspectives sont différentes d'une vue à l'autre. Ce que j'utilise pour faire les perspectives, évidemment, je veux avoir le numéro de la page sur laquelle elle se retrouve. Donc, j'ai utilisé le type de fenêtre. Donc, la vue ici, j'ai mis la vue en plan. Donc, ce que ça fait, c'est que ça numérote vos vues et ça indique le numéro de la page sur laquelle elle se retrouve. Encore une fois, les titres qui sont indiqués, c'est les titres que vous avez mis dans votre arborescence. Donc, si vous avez fait des vues en perspective, si vous les nommez, c'est le titre que vous allez avoir là. Même principe que pour le cartouche. Si vous renommez le nom directement dans la bulle de référence, ça va changer automatiquement dans votre arborescence en tout temps. Donc, ça à double sens, toujours les infos qui sont là. Vous allez avoir fait des tests de vue en perspective, vous allez en avoir placé. Les numéros qui sont indiqués dans les bulles peuvent être changés aussi. Vous sélectionnez votre vue et vous allez pouvoir changer le numéro de la vue, proprement dit. Donc, je vais monter un petit peu. Donc, la vue de détail numéro 2. Si jamais vous avez fait plusieurs vues en perspective, vous les avez essayées, vous dites « Ah, je ne l'aime pas », vous l'enlevez, le numéro va ils ne seront peut-être pas toujours dans l'ordre que vous voulez les avoir, donc vous pouvez les ajuster manuellement. Ça va changer le numéro de vos vues. Donc, ça, c'est pour ces éléments-là. Pour le projet 2, il n'y a pas de mobilier présélectionné. Évidemment, c'est un projet qui se voulait des études de volumétrie. Vous avez deux choix pour le mobilier qui est à l'intérieur. Vous pouvez utiliser la liste des sites de Revit, puis aller sélectionner du mobilier, puis venir les positionner à l'intérieur, donc les insérer, ou faire des in-situ, faire juste des volumes. Okay? Vous n'êtes pas obligé d'aller très complexe dans l'extrusion. Vous pouvez juste faire des extrusions en termes de hauteur. Donc, vous savez à quelle hauteur sont les assises. Vous pouvez faire des extrusions tout simplement. C'est une étude de volumétrie. Si vous voulez utiliser les sites, l'exemple est fort simple. Dans le cours 8, là, je vous ai donné la liste, une liste de base là, pour les éléments Revit. Donc, si je fais CTRL puis je viens suivre le lien, ça m'ouvre la page de Revit City, par exemple. On va vous demander de vous inscrire. Donc, vous pouvez vous créer un compte. Puis, vous avez des catégories là-dedans. Hein. Vous avez du mobilier, vous avez tous les types de fabricants. C'est très large. La palette est très large. Donc, vous pouvez faire une sélection par, exemple, vous cherchez des portes, cherchez des fenêtres, des types de murs, du mobilier. Vous pouvez aller choisir les différents mobiliers. Donc, par exemple, je veux avoir celui-là, mais je viens faire télécharger. Ça vous donne tous les types de fichiers que vous pouvez avoir par rapport à ce site-là. Donc, vous pouvez les avoir par rapport à AutoCAD, Archicad, Revit. Des fois, vous avez SketchUp. Dans ce cas-ci, on ne l'a pas. Et donc, par exemple, Revit, je fais télécharger. Ça va charger la famille.
puis vous venez tout simplement l'insérer dans votre maquette. Donc, si je fais télécharger, l'as-tu fait? Oui, il a téléchargé. OK. Donc, ça veut dire que si j'en ai besoin dans ma maquette de mon projet 2, par exemple, je suis tout simplement aller me positionner dans ma vue plan d'aménagement, faire insérer, charger famille. Puis j'allais chercher mon SOPA. Évidemment, ils vont les avoir mis dans des versions antérieures à 2020. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que plus de monde les utilise possible. Donc, s'ils mettent leur famille en version 2020, tous les utilisateurs de Revit 2018-19, ben, ils ne peuvent pas les insérer. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent toujours des versions antérieures, puis on les insère, ils se mettent à jour de toute façon, donc on peut les insérer. Donc, une fois que je l'ai chargé, ils se retrouvent où ces différentes composantes-là? Bien, ils se retrouvent dans mon arborescence, dans la section famille, mais quand vous faites placer une composante, la dernière que vous avez téléchargée, c'est celle-là que vous avez au bout de votre curseur. Donc, vous voyez dans le propriété, sofa S600 est là. Donc, si je viens l'insérer, vous allez me dire, hey, mais là, ça a inséré un carré, ce truc-là. Comment ça se fait que c'est ça que je vois à l'écran? J'aime bien faire ces démos-là parce que quand vous insérez des familles qui proviennent de sites web, ben, il y a plusieurs états de visibilité dans ces familles-là. Puis, si mon plan est en niveau faible de détail, ben, il va mettre un rectangle. Si je me mets en niveau moyen, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, j'ai bien choisi. Ah là là. Voyons voir. J'ai bien choisi la. Je suis tombé sur celle qui ne fonctionnait pas finalement. On va aller voir ce qu'ils ont mis dedans. Je vais cliquer sur la famille. J'en ai pris une complètement au hasard, là. Mais bon, ça arrive. Pourtant, il devrait être affiché. Un petit 3D pour le fun. Donc, dépendamment du niveau de détail, on voit différentes options s'afficher. Donc, les différentes composantes que je vais venir télécharger des différents sites vont être visibles en fonction du niveau de détail que je vais afficher ou non. OK? Donc, évidemment, les composantes qui sont assez lourdes, assez détaillées, bien, ils vont faire des versions plus simples pour le 2D. Puis, quand je me mets en niveau de détail faible, bien, ça fait des boîtes. OK? Donc, c'est normal parce qu'ils veulent que le dessin se régénère rapidement, surtout quand je suis en dessin technique, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'aller activer le niveau de détail. Donc, on voit niveau de détail moyen. Si je me mets en élevé, j'ai encore plus de détails dedans. Donc, c'est vraiment la façon d'utiliser ces différentes familles-là.
on pourra afficher le niveau de détail en fonction de ce qu'on veut illustrer. Donc, ceci étant dit, il y a une multitude de mobilier que vous pouvez aller télécharger par rapport au site, que ce soit Revit City, BIMobject, la liste est longue, vous en avez une multitude. Okay? Donc, l'année prochaine, si vous faites des projets bureaux, bien, vous avez Emerald Miller, Knoll, etc., Technion. Donc, tous les postes types sont disponibles en format Revit. Donc, vous allez pouvoir faire vos planifications rapidement. Je ferme la parenthèse là-dessus parce qu'on pourrait passer un cours juste sur les différentes familles qu'on peut insérer dans nos projets. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre sur Léa le format PDF des différentes mises en page que je veux avoir avec les différentes nomenclatures. Puis, vous appliquez la même séquence de feuilles et de pages pour le projet numéro 2. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Non, c'est bon. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, c'est clair. Merci. Excellent. Donc, je vais arrêter la séance Zoom, je vais extraire la vidéo, je vais la mettre en ligne et je me reconnecte pour vous aider si vous avez besoin de moi. Donc, je vais rester en ligne jusqu'à 18 h. Donc, à tantôt. À tantôt.